Bonjour à tous, bienvenue sur le Garage de Watch TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro consacré principalement au salon de Francfort. Alors si tout va bien, je vous explique, on aura Driss Abdi qui n'est pas à mes côtés mais qui est au Castellet pour parler de la nouvelle Mercedes classe S. Et j'ai également à mes côtés Vincent Beaucousin-Jamelin de Yahoo Auto. Bonjour Vincent. On parlera un petit peu des nouveautés de Francfort, de ce qui vous a intéressé dans ce salon, etc. etc. Également en duplex de Francfort, si tout va bien aussi, on a des petits problèmes de liaison aujourd'hui. Damien Biro de Paris Auto, j'espère qu'on l'aura. En tout cas, on démarre tout de suite avec le sommaire. La Mercedes qui conduit toute seule, c'est la classe S avec le système Intelligent Drive. On en parlera donc avec Driss. Un petit détour par Francfort, donc même un grand détour avec l'électrique en vedette au salon, des coupés, des concepts à n'en plus finir. On parlera donc de Paris, la voiture électrique française qui arrive au printemps prochain, pardon. Toujours à Francfort, et on finira alors avec l'essai de l'Audi A3 Berlin, une nouvelle Audi A3 dans la gamme. Et si jamais on a le temps, on parlera également de bateaux et de motonautisme. Voilà, alors est-ce qu'on est avec Driss ? Non, on n'a pas de Driss. Alors écoutez, on va parler tout de suite de Francfort, ça va être beaucoup plus simple. J'ai Vincent donc avec moi. Vincent, vous étiez à Francfort au début du salon, qui continue toujours au Messe de Francfort. C'est quoi les choses intéressantes du salon cette année ? Alors moi j'ai retenu 3 choses à Francfort. On avait d'abord un superbe concept qui marque le retour d'une marque scandinave qui met un petit peu cher, c'est Volvo avec le concept coupé. Oui. Après on avait aussi une voiture absolument extraordinaire qui est la Porsche 918 Spyder. On peut presque dire que c'est devenu la voiture la plus sportive au monde. Et puis bien entendu aussi un petit cocorico français avec Citroën Cactus qui marque de l'innovation en termes de carrosserie et puis aussi qui signe l'ambition de Citroën. Alors la Volvo, on va en parler. Le Volvo, c'est une tradition. Le coupé, qu'est-ce que je raconte ? Le coupé, c'est une tradition chez Volvo. Ce coupé-là, le concept fait beaucoup penser au P1800 des années 60. Est-ce que c'est voulu ? On voit les proportions, on peut peut-être le revoir à l'image. C'est quelque chose qui frappe immédiatement quand on le voit. Absolument, puisque la P1800 est sortie dans les années 60. Alors, le designer Thomas Ingolstadt qui a dessiné, c'est d'ailleurs un nouveau designer chez Volvo, puisqu'il marque la nouvelle signature design des véhicules. Cache pas son intention de s'inspirer de la P1800. D'ailleurs, il y en avait une sur le stand Volvo qui était très bien exposée. C'est vraiment la pureté du style. Il a surtout cherché à s'éloigner un petit peu des concepts modernes qui sont souvent trop tirés. Il a vraiment épuré la carrosserie. Il y a un travail qui est fait qui est absolument sublime. Et cette voiture, on se prend à rêver de la voir bientôt sur route. Alors qu'est-ce qui rend, au-delà du fait que c'est un coupé et que donc il prolonge la tradition Volvo, qu'est-ce qui le rend intéressant ? On a d'abord cette nouvelle signature avant avec les feux en forme de T qui marque là vraiment la nouvelle identité visuelle Volvo. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la gamme petit à petit. Absolument, Volvo nous a confié sur XC 90, le prochain qui va sortir. En tout cas, on trouvera la nouvelle signature visuelle des LED avec la forme de T dans les feux. Donc ça, pour que les gens comprennent bien, ça va remplacer les feux qui sont aujourd'hui un peu de forme arrondie et tirés sur les ailes. Voilà, on va avoir des feux beaucoup plus géométriques avec effectivement ce T, on le reverra peut-être à l'image. Il y a autre chose qui est intéressant dans cette voiture. Alors, il y a la nouvelle calandre, bien entendu, aussi Volvo. Là, c'est très clairement la prochaine face avant de toutes les Volvo qui vont arriver. Ça, c'est vraiment une certitude aussi. C'est quelque chose qui restera. Est-ce qu'on peut parler alors de l'architecture ? Il y a moi, j'ai entendu parler d'une architecture qui s'appelle SPA. C'est quoi ? C'est quelque chose qui, un peu comme le MQB chez Volkswagen, qui est prévu. C'est un châssis qui est censé effectivement accueillir le développement des prochaines S60, etc., qui va servir de base, en tout cas pour de nombreuses Volvo. Et puis, au gré de ses envies, Volvo pourra poser des carrosseries différentes dessus, faire varier un petit peu les empattements, etc. D'accord. Et au niveau des motorisations, alors il y a déjà des choses annoncées. On sait que ce châssis est prévu pour supporter à la fois du thermique et de l'hybride. Le coupé en lui-même,
Comment le voit Volvo? Est-ce qu'ils veulent réellement en faire un véhicule de série ou c'est juste un exercice de style pour montrer ce que seront les prochaines Volvo? Alors, ils ont eu un petit peu de mal effectivement à nous dire si on allait le voir tel quel sur la route. Ce que Marc Debord, responsable Volvo en communication France, a bien voulu nous dire, c'est qu'il y avait encore 2 concepts à venir après le coupé. Donc je pense que Volvo fera une transition en tout cas après ces 2 prochains concepts. Il y en aura probablement un à Genève l'année prochaine et puis on attend d'en voir un aussi en fin d'année sur les salons américains. Ça c'est vraiment la base. Après en termes de moteur, on sait que Volvo est très engagé effectivement sur le plug-in hybride. Donc on peut penser que assez légitimement cette voiture ne reniera pas en tout cas cette technologie dans laquelle Volvo s'est beaucoup investi. Voilà, donc le plug-in hybride, hein, pour les gens qui voient pas très bien ce que c'est une voiture hybride rechargeable, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie électrique un peu plus importante, même beaucoup plus importante que les 2-3 km habituels qu'ont les véhicules hybrides. On peut rouler 40, 50, 60 km uniquement sur les batteries et ensuite seulement le moteur thermique peut prendre le relais quand les batteries sont vides ou peut également permettre de les recharger. Vous nous aviez parlé également de la Porsche 918 Spyder. Alors, on imagine que c'est une supercar. À quel point est-ce que c'est une supercar et est-ce que c'est vraiment maintenant quelque chose de concret? Ça fait quelques années que Porsche en parle et la montre. Où est-ce qu'on en est? C'est d'abord la Porsche de tous les records, hein, puisque c'est d'abord la Porsche la plus puissante qu'on ait jamais vue, 887 chevaux. 887 chevaux. C'est la combinaison d'un V8 d'un petit peu plus de 4,6 litres de cylindrée qui développe un petit peu plus de 600 chevaux avec des moteurs électriques. Donc la puissance cumulée est de 887 chevaux. Je disais la Porsche de tous les records, car on est sur la voiture de série la plus rapide sur l'enfer vert, la boucle du Nürburgring. Alors le Nürburgring, c'est le juge de paix en matière automobile. Tout le monde essaye on va dire un petit peu vulgairement, essaye d'avoir la plus grosse et c'est le Nürburgring qui les départage. Il y a donc ce qu'on appelle la boucle nord qui est un circuit qui fait un peu plus de 20 km, 20 km 6, quelque chose comme ça, sur lequel donc tous les constructeurs essayent leur voiture et essayent de battre les records à chaque fois dans leur catégorie. Et donc la Porsche 918 Spyder détient le record du Tour. En 6 minutes 57 aujourd'hui. On parle bien de voiture de série avec des pneus qu'on retrouvera sur les véhicules commercialisés. La voiture est absolument pas préparée compétition. On voit la voiture à l'image, hein. Donc voilà, une voiture de série, hein. Soyons clairs. Et d'ailleurs, elle a assez largement battu puisqu'elle est arrivée à 6,57 au Tour et de mémoire, le précédent record était de 7 minutes 11. Donc on peut dire qu'elle a vraiment, pour une voiture de série, qu'elle a vraiment pulvérisé ce record et qu'elle veut bien. Et le record du Tour dans une voiture immatriculée mais pas de série, c'est une Radical SR8 en 6 minutes 48. Donc la différence est vraiment ténue. Il y a moins de 10 secondes entre les deux, enfin un petit peu plus. Et en plus, elle est superbe. Voilà, et en plus elle est superbe, on la voit à l'image. Il y a une innovation dessus qui est très intéressante, c'est le positionnement des échappements, puisque à la manière d'une Formule 1 où on a les échappements qui sortent derrière la tête du conducteur, et bien là on a 2 échappements qui sortent exactement derrière les têtes passagers et conducteurs. Ce qui améliore bien entendu, c'est un travail sur les flux aérodynamiques pour améliorer l'appui en courbe, etc. Mais c'est un travail vraiment gigantesque que Porsche a fait aujourd'hui sur cette voiture et je pense qu'elle est la référence pour longtemps. D'accord. Alors, elle est commercialisée, on peut la commander déjà Alors, on peut la commander. Alors, il y a un tarif qui est un petit peu dissuasif, on va dire, voilà, ou alors il faut se mettre tout de suite au loto. C'est un petit peu plus de mémoire de 750 000 € la voiture. Donc, on a bien dit 750 000 €. Oui, on n'a pas rajouté un zéro, Alexandre. On est bien au tarif catalogue, en tout cas, et il n'y a pas les options. Alors, ça reste un peu moins cher qu'une Bugatti Veyron. Largement, parce qu'à l'Aveyron, ils ont présenté l'Aveyron Jean Bugatti à Francfort, qui a une série spéciale hommage au fils d'Ettore, et on est à 2,5 millions d'euros. Donc voilà. La Porsche, on va dire, est presque un bon rapport qualité-prix. On peut se faire plaisir avec 4 Porsche ou une Bugatti. C'est un bon deal. On va changer un peu d'univers parce que là, on redescend un petit peu en gamme. Un petit peu, c'est un euphémisme. On va parler de la Citroën Cactus.
Donc un concept C-Cactus, qui est un nom qu'on a pas mal entendu aussi ces dernières années. Il ne faut plus l'appeler C-Cactus, il faut l'appeler ouais. Cactus. Citroën a insisté dessus au salon. Alors on lit même aussi parfois C4 Cactus. Alors c'est quoi? C'est Cactus la dénomination exacte? La dénomination exacte c'est Cactus. On l'a d'ailleurs vérifié avec Monsieur Banzé, qui est le directeur Citroën France. On a parlé longuement de cette voiture. Alors Citroën mise vraiment beaucoup sur cette voiture en termes d'image. Ils l'ont dit aussi, c'est un petit peu l'esprit de la deux chevaux. Alors la voiture n'a certes rien à voir avec l'icône populaire qu'on connaît, mais malgré tout, ils recherchent cet esprit de véhicule simple et auquel les gens vont s'attacher. D'ailleurs, la voiture est remplie d'aspects pratiques. On peut citer par exemple la carrosserie qui renferme des bulles d'air. Alors ça s'appelle Air Bump, c'est ça. Alors ça, je trouve que c'est une innovation géniale. On le voit à l'image sur les flancs, ce sont les parties grises. Alors là, concrètement, vous pouvez donner un coup de pied dedans, il ne se passera rien. En gros, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est quand même très très bien parce que si on imagine avoir cette voiture au quotidien, on connaît les problèmes de parking, les places sont de plus en plus petites. On se retrouve souvent à la sortie du supermarché avec sa porte rayée ou autre. Et là, voilà, Citroën innove. C'est vraiment une très très bonne idée qu'ils ont trouvée. Donc on était jusqu'à maintenant sur certaines carrosseries avec des tôles à mémoire de forme pour justement encaisser un peu les petits chocs du quotidien. Là, c'est plus ça. On peut vraiment choquer la voiture sans l'abîmer. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Cette voiture, on a beaucoup dit que c'était peut-être du low cost. Est-ce que c'est vraiment du low cost? Est-ce que Citroën veut aller sur les terres de Dacia avec ça, ou simplement, on va dire, ouvrir leur gamme? Alors non, encore une fois, c'est une réponse de Monsieur Banzé, le directeur de Citroën à Francfort. Cactus ne sera pas du low cost, puisqu'il y aura quand même pas mal d'équipements. Le véhicule va bénéficier d'un développement en termes de châssis. Les moteurs également seront des moteurs de toute dernière génération. Et pour eux, ils ont vraiment la volonté de ne pas se marquer sur du low cost parce que la voiture n'en sera pas. Et surtout, sa taille ne lui permet pas forcément. On parle d'un véhicule plutôt entre le segment B et le segment C, donc ce sera quand même un grand SUV. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de coffres, il y a beaucoup de place à bord. Et puis avec, on le voit, l'innovation de la carrosserie, les finitions à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, le véhicule qu'on a vu là à Francfort est très très proche du modèle qu'on verra de série. Alors c'est ça qui est intéressant parce que souvent les concepts, il y a beaucoup de choses qui sont un peu enjolivées. On met des sièges bizarres, on met des matériaux qu'on retrouvera jamais en série parce que trop cher à faire ou trop compliqué à produire. Là donc on parlait de l'habitacle. Je ne sais pas si on peut revoir l'image de la voiture. Il y a une chose qui moi m'a frappé quand on regarde l'habitacle, c'est cette espèce de banquette avant. Alors on parle du retour de la 2 chevaux, c'est le retour de la banquette là aussi. Je ne sais pas si on peut revoir la voiture, elle va tourner là. On voit clairement un grand siège à l'avant. Oui, un petit peu comme sur les américaines aussi, des années 60. Et c'est aussi peut-être la bonne idée. Alors à voir, est-ce qu'ils arriveront finalement peut-être à l'homologuer pour 3 personnes devant? On vient de voir en tout cas que Kangoo et Renault viennent d'homologuer un Kangoo 3 places à l'avant. Donc pourquoi pas finalement rendre cette place du milieu utile en cas de dépannage et de besoin. Mais en termes de style, ça apporte aussi un vrai plus, puisque c'est une rupture avec tous les véhicules qu'on peut voir habituellement sur le marché. Donc non, c'est une vraie bonne idée, encore une fois. Alors là, il est présenté sous forme de coupé, mais on aura quand même 4 portes sur la version définitive. Ok. Un dernier petit mot, alors, enfin pas qu'un dernier, mais les motorisations. Alors, vous nous disiez motorisation de dernière génération. On a entendu parler également de chaîne de traction hybride. Un petit mot là-dessus? Alors, sur les nouveaux moteurs, on peut s'attendre à avoir du 3 cylindres, qu'on voit déjà sur certaines Citroën ou même sur Peugeot 208 qu'on a pu tester dernièrement. Même 2008 d'ailleurs. Et en termes de chaîne hybride, alors on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont y arriver. Peugeot a un système hybride Air qui est un petit peu différent des autres, puisqu'on sait que tous les autres, quand ils font un système hybride, c'est un moteur électrique. Là, c'est un petit peu différent. C'est un système de piston dans de l'air comprimé qui permet de lancer le véhicule à basse vitesse et donc de moins consommer. Donc ça aussi, c'est une technologie assez intéressante. En tout cas, cette technologie hybride Air ne devrait pas arriver sur le marché au moins avant 2016 ou 2017. Peugeot cherche des partenaires en fait. Enfin, le PSA en général cherche des partenaires pour travailler sur cette motorisation et donc en baisser les coûts et pouvoir l'intégrer sur les futurs véhicules. On a vu des démonstrateurs sur base de 208 et donc là
éventuellement la C-Cactus. On connaît déjà les tarifs de ce véhicule qui donc devrait arriver dans une livrée très proche de ce qu'on a vu à Francfort. Alors c'était des murmures sur le salon puisque bien entendu Citroën ne voulait pas en parler officiellement, mais d'après certaines sources qu'on a pu voir à Francfort, il faut s'attendre à un véhicule probablement compris sur une version d'accès à 16 000 euros et puis peut-être que sur une version un petit peu plus haut de gamme avec des personnalisations et tout ce qu'on peut imaginer chez Citroën, qu'on sera entre 20 et 21 000 euros sur une version haut de gamme. D'accord, donc pour dire les choses un peu concrètement, on est sur un véhicule qui serait un petit peu moins cher qu'une C4. Un petit peu plus cher qu'un Duster, voilà. Et également un petit peu moins cher qu'un Nissan Juke, qui est la référence SUV du marché. Mais là où il faut bien voir, c'est que Citroën Cactus dispose vraiment d'une taille très intéressante, puisque c'est un véhicule qui sera encore une fois au-dessus du segment B. C'est à peine plus petit qu'une C4. D'accord. Alors à Francfort, il y avait pas que des véhicules électriques ou hybrides ou des concepts. Il y avait des choses qui sont un petit peu plus proches de ce qu'aiment en général les journalistes auto. Alors, on va parler. Il y a l'électrique bien sûr. Ce que je voulais juste un petit coup de cœur sur Francfort, c'est le retour d'une voiture qui est la Honda Civic Type R. Je ne sais pas si on peut avoir l'image. Alors, elle est annoncée par Honda pour 2015. Et alors, ça fait un peu la connexion avec ce dont on parlait tout à l'heure sur le Nürburgring, puisque l'objectif de Honda sur cette voiture, c'est d'aller battre donc le record. Voilà, la Mégane RS, d'aller battre le record du Tour avec un véhicule traction. Qui aujourd'hui, et que je retrouve mes notes de 8 minutes 7 secondes 97 exactement, qui est détenu depuis 2011 par la Mégane RS. Cette Civic Type R, elle est attendue donc pour 2015 avec un 2 litres turbo qui fera au moins 280 chevaux, d'après ce que dit Honda. Donc là, on la voit tourner sur le Nürburgring. Là, c'est le prototype camouflé pour qu'on évite de voir trop les lignes. Voilà, on voit bien là le type de circuit que c'est. C'est un circuit très exigeant. Il y a très peu de sécurité. C'est très dur à mémoriser puisque de mémoire il y a un petit peu plus de 70 virages officiels. Ceux qui portent un nom, après il y a quelques courbes rapides qui en sont dénuées, mais non, c'est très très dur. En tout cas, ce qui est intéressant également, c'est de voir que les Japonais reviennent à des véhicules qui sont très intéressants en termes de design d'abord. On peut parler de la Civic Tourer par exemple. Ils cessent un petit peu de faire des choses trop lisses, trop fades, pour se mettre un petit peu à la page du marché. La Civic Tourer, c'est donc la version break de cette voiture, si on peut dire, de la version civilisée de cette voiture, qui a une particularité intéressante, c'est qu'elle a un coffre absolument gigantesque. C'est une compacte qui a un coffre plus grand que les berlines du marché, puisqu'il dépasse 650 litres, si je dis pas de bêtises. Avec beaucoup d'astuces et de praticité dedans. Un autre petit coup de cœur, parce que là aussi on l'attend depuis très longtemps, c'est l'Alfa Romeo 4C. Là aussi en version définitive, elle arrive dans les semaines, mois qui viennent pour ceux qui auront la chance de pouvoir se l'offrir, parce qu'il y en aura très peu. On va la voir à l'image, cette voiture définitive. Elle a tourné récemment sur le circuit de Fiorano. Voilà, on l'a là. La 4C, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour on va dire du bolide Alfa Romeo, de la propulsion chez Alfa Romeo. Un mot là-dessus, Vincent ? Le trèfle revit très fort, oui, c'est une certitude, puisque depuis la disparition d'une référence qu'on peut citer, c'est qu'était la 147 GTA avec son V6, voilà, on est content de revoir effectivement Alfa Romeo qui semble avoir enfin des moyens pour produire de nouveaux véhicules. La 4C est d'ailleurs très bien réussie, on le voit là à l'image, elle est superbe. Après, c'est la tendance, on est sur un 4 cylindres. Alors moi en tant que puriste, j'aurais peut-être aimé revoir un vrai 6 cylindres Alfa Romeo. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fans de la marque qui l'auraient apprécié. Mais voilà, c'est un petit peu la tendance, un 4 cylindres turbo. Après la voiture promet d'être très performante. Bon alors ce 4 cylindres, c'est un 4 cylindres certes, mais il a une cylindrée mythique chez Alfa, c'est le 1750. Alors là, on connaît pas encore sa puissance exacte, c'est autour de 240 chevaux. Mais alors ça paraît peu, mais la voiture fait moins de 900 kg. 895 kg à sec pour être précis, donc ça veut dire qu'ils ont pesé la voiture sans la batterie, sans l'huile moteur, etc. Donc il serait intéressant de voir effectivement lors des premiers tests
le poids exact en capacité de fonctionnement de la voiture. Mais quoi qu'il arrive, oui, elle promet un rapport poids-puissance absolument digne des toutes meilleures sportives. Et puis surtout, sa compacité, le fait que ce soit une propulsion, c'est une voiture plaisir, ne nous y trompons pas. Ouais, un rapport poids-puissance de 4 kg par cheval. Donc on est vraiment dans... c'est presque des chiffres de supercar, alors que c'est une voiture que presque monsieur tout le monde pourrait s'offrir, puisqu'elle sera autour de 60 000 euros. Alors je dis presque, pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'évidemment tout le monde n'a pas 60 000 euros à mettre dans une voiture, mais aussi parce qu'il y en aura très peu produites. Ce sera une production à l'unité, autour de 3 000 exemplaires par an. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui sera construite à base de fibres de carbone, d'aluminium, de matériaux composites, et que ça, ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de... La bonne nouvelle, Alexandre, c'est que là, on est à 60 000 euros sur la version spéciale de sortie, mais qu'ensuite, on devrait avoir une version plus accessible, puisque l'objectif d'Alfa Romeo est quand même de ne pas trop dépasser le prix annoncé de Renault pour sa future Alpine. On se rappelle que Renault a promis de rester sous les 45 000 euros. Et bien entendu, la 4C ne pourra pas rester définitivement à 60 000 euros si elle veut pouvoir concurrencer dignement l'Alpine. Alors, il faut dire aussi que l'Alfa, elle a un objectif un petit peu différent que n'a peut-être pas l'Alpine, qui est de conquérir les États-Unis. Oui, ça c'est une bonne logique globalement du groupe Fiat, on le voit, on le sait, ils sont propriétaires de Chrysler, ils ont aujourd'hui une source de clients assez importante aux États-Unis, et de par le réseau Chrysler aux États-Unis, ils peuvent aller chercher ce marché, ce que ne peut pas faire bien entendu les constructeurs français. Et la 4C sera aussi là-bas, je pense, un bon succès. On le voit, il y a beaucoup de Porsche Boxster qui circulent en Californie, par exemple. Donc la 4C devrait logiquement y trouver quelques clients. Alors, à Francfort, il y avait donc des véhicules électriques. On a, je crois, en ligne Damien Biro. Damien Biro, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Damien. Tout à fait, vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Bon, malheureusement, on n'a pas l'image, mais c'est mieux que rien, parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler avec vous. Alors, Damien Biro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le jeune PDG d'une toute jeune entreprise qui s'appelle Paris. Paris avec 2 S. Alors, Damien, d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi Paris et pourquoi l'avoir orthographié comme ça ? Alors, pour la phonétique à l'international, parce que la voiture a la volonté d'incarner une vision du luxe à la française, puisque sur la voiture, tout est réalisé à la main et on essaye de coller au plus proche des besoins des utilisateurs en ayant une véritable griffe française. Alors, oui. Alors vous, pour que les gens vous connaissent un petit peu, vous êtes calaisien, donc vous vouliez pas l'appeler Calès, c'était moins bien, en gros, c'est ça ? Bah, si jamais on veut vendre la voiture dans l'Ontario, c'est vrai que Paris, ça parlait mieux que Calès. Bah alors, la Paris, on va la voir à l'image, on a quelques images, parce que les gens la connaissent pas encore très bien. C'est quoi ? C'est un roadster électrique. Vous l'avez déjà présenté plusieurs fois sur plusieurs salons. La première fois à Genève en 2011, si je dis pas de bêtises, puis à Paris en 2012. Les premières annonces nous laissaient attendre la voiture pour le printemps 2013. Aujourd'hui, vous présentez à Francfort un nouveau prototype et une date de sortie reportée à 2014. Alors pourquoi ce contretemps ? Qu'est-ce qui a changé dans la voiture ? Alors déjà, la voiture a été présentée à Paris il y a 1 an et ensuite on a présenté son évolution à Genève il y a 6 mois. J'ai dit une bêtise, c'est Paris 2012, Genève 2013. C'est ça, voilà, c'est ça. Autant pour moi. Donc le cycle, pas de souci, le cycle de gestation est plutôt court. Dans les faits, on a trouvé des partenaires qui ont vu beaucoup d'ambition en nous et qui nous ont permis d'annoncer des chiffres beaucoup plus importants. Pour faire simple, la voiture passe de 100 à 160 kW. Donc on se retrouve avec un véhicule qui présente un rapport poids-puissance et surtout un rapport poids-couple absolument démoniaque. Et donc on recule pour mieux sauter. On va avoir un véhicule plus performant qui va arriver un petit peu plus tard. D'accord. Alors ce moteur, donc 160 kW, c'est alors parce qu'on est habitué à parler en chevaux, c'est à peu près 215 chevaux, c'est ça ? En l'occurrence, avec les moteurs, donc la voiture est une voiture électrique. Oui, c'est une voiture électrique avec ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie. J'essaye en fait de faire en sorte que les gens qui ne parlent pas le kilowatt se représentent un petit peu de ce que ça peut être en équivalent thermique. Alors, en équivalent thermique, comme on utilise des moteurs qui sont particulièrement coupleux, on annonce 400 Nm de couple. Ouais. C'est comme si vous aviez jusqu'à 300 chevaux.
D'accord. Donc 400 Nm, c'est un très gros diesel de série, un diesel de 3 litres de cylindrée à peu près. On est autour de 400 Nm. Vous nous parliez de rapport poids-puissance. Vous avez donc mis un accent particulier sur la légèreté ? Ouais, vous parliez de la 4C tout à l'heure, on est exactement dans cette philosophie-là, mais en propulsion électrique, puisque la voiture, malgré ses 4 roues motrices, puisque nous avons 2 moteurs électriques, un devant, un derrière, malgré ces 4 roues motrices, ne fait que 800 kg. 800 kg. Alors, donc effectivement, ça fait un rapport puissance plutôt intéressant. À quel point elle est légère ? Le poids des batteries, c'est quoi ? Ça représente quoi dans la voiture, dans la structure ? Alors c'est exactement la philosophie de notre projet. En allégeant la masse du véhicule, on allège aussi le besoin en batterie. Et donc là, on se retrouve avec une voiture qui fait 800 kg, dont 200 kg de batterie. D'accord. Elles sont disposées comment ces batteries ? Elles sont structurantes ou elles sont placées à l'arrière ? Comment on répartit la masse dans le véhicule ? Alors en l'occurrence, toutes les batteries sont situées en bas, sur le plancher, en position centrale arrière, pour favoriser l'équilibre des masses et la hauteur du centre de gravité. Ok. Alors, c'est donc une supercar électrique. Quand on parle d'électrique, on se pose toujours la question de l'autonomie. Qu'est-ce que vous annoncez avec la Paris ? Alors la voiture est disponible de base en version électrique avec une autonomie de 200 km en moyenne. Et si jamais 200 km sont insuffisants pour l'utilisateur, on propose aussi une option hybride, prolongateur d'autonomie qui fonctionne à l'essence, qui va venir prolonger l'autonomie au-delà des 700 km. D'accord, alors ce prolongateur, donc c'est une option, il s'installe à l'arrière aussi, à la place d'un moteur normal. Qu'est-ce que ça implique derrière ce moteur ? Est-ce que ça retire de la place quelque part dans un coffre ? Comment vous le voyez ? La voiture est une petite voiture avec 2 coffres de 70 litres, un devant, un derrière. Et si la personne prend l'option prolongateur d'autonomie, elle perd le coffre avant. D'accord. Et ce prolongateur influe comment sur le poids ? C'est un moteur thermique, hein, donc c'est quelque chose qui a priori doit être un petit peu lourd. En l'occurrence, un prolongateur d'autonomie, dans notre cas, il n'est dimensionné que pour permettre aux gens de pouvoir prendre l'autoroute. Donc on demande nettement moins de puissance et l'ensemble du système ne pèse que 70 kg. D'accord. Alors, c'est un moteur de combien de centimètres cubes et de combien de cylindres ? C'est un petit bicylindre de moins de 1000 cm3. D'accord. D'origine moto ou... Ça, je ne peux pas le dire à ce stade-là. D'accord. Alors, donc on a parlé de l'autonomie. Au niveau des performances, on est sur un roadster, donc il y a quand même une image de performance qui se dégage. Le véhicule est capable de quoi exactement en accélération, en vitesse de pointe, et pendant combien de temps ? Alors c'est une très bonne question. On est vraiment dans la philosophie de la Lotus Elise ou de la 4C, qui sont des véhicules qui misent tout sur le rapport poids-puissance et pas sur la puissance maxi. Ce qui fait qu'en l'occurrence, la vitesse maxi va s'établir aux alentours de 200 km/h. Ouais. Mais si on parle d'accélération brute, on annonce un 0 à 100 en moins de 4 secondes, en 3 secondes 9 précisément, et on annonce un 400 mètres départ arrêté en 12 secondes 5. D'accord, ouais, donc on est là aussi dans l'univers de la supercar. On est obligé de parler du prix, forcément. Vous l'annoncez à quel prix, cette voiture ? Alors, on l'annonce à 70 000 € hors taxe, aide non déduite. Ah, en l'occurrence, en France, vous allez rajouter 20% de TVA. Donc autour de 85 000 €. 7 000 €. Ouais, voilà, c'est ça. Desquels vous soustrayez 7 000 € de bonus écologique. D'accord. Alors, vous la faites tourner donc, sur les salons maintenant depuis à peu près un an, même un an, hein, c'est ça. Quel accueil elle a, la Paris ? C'est amusant parce que la plupart des gens ne nous connaissent pas et se demandent comment un véhicule, on va dire, à la fois aussi abouti et aussi bien senti peut arriver de nulle part. On a vraiment un retour de la part des visiteurs extrêmement positif. Alors, vous bougez pas, Damien, c'est juste, je crois qu'on a retrouvé Driss au Castellet. Driss, est-ce que tu nous entends ?
Hello, hello. Oui, finalement, on a réussi. Bon, de gros c'est- problèmes de connexion ici. Parfait. Alors écoute, Driss, tu ne bouges pas. J'espère que tout va bien se passer. Tu interviens quand tu veux avec Damien Biro. D'accord. On est en train de parler de véhicules électriques et d'ailleurs il y a une actu chargée à Francfort sur l'électrique. Donc tu interviens quand tu veux. Damien, est-ce que vous avez déjà des commandes sur ce véhicule? Oui, à partir de l'année prochaine, on doit lancer la fabrication d'une 60aine de véhicules. D'accord. Et alors, concrètement, des gens nous regardent, ils ont 80 000 euros, on va dire. Ils ont envie de s'offrir ce petit bijou de technologie. À qui il s'adresse? Comment elle va être distribuée? On vous passe un coup de fil? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez déjà regarder un petit peu sur le site internet comment ça se passe. Pour faire très simple, on discute avec des partenaires pour avoir une distribution d'emblée sur l'Europe entière. Nos partenaires de développement permettent aussi d'avoir un diagnostic et une géolocalisation en direct du véhicule, ce qui permet de pouvoir vendre le véhicule un petit peu partout. Si jamais quelqu'un veut nous commander une voiture aujourd'hui, il doit verser un acompte de 3 000 euros sur un compte qui est bloqué, donc c'est de l'argent qu'on ne touche pas. Et cet argent lui permet d'avoir un numéro. En l'occurrence, ça pourra peut-être être la 62 ou la 63, et ce qui donne des délais de livraison autour de 2 ans. D'accord. Alors, juste une petite chose. Bon, là, vous êtes une toute jeune entreprise. On ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec Tesla. Vos projets de développement au-delà de ce véhicule, une fois qu'il sera complètement abouti, on va dire dans les concessions, même si le terme ne convient pas. C'est quoi? Vous voulez développer quoi? Une berline aussi? Alors, notre ambition, c'est vraiment une philosophie technique. Le véhicule qui va autour, après, est peut-être pas le plus important. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que le véhicule électrique ne se développera massivement que si le coût de la batterie n'est pas trop impactant. D'ailleurs, que la batterie, on peut l'acheter ou on peut la louer, peu importe. La question, c'est combien coûte la batterie au global dans l'utilisation du véhicule. Et la philosophie de la Paris, c'est d'avoir une batterie un petit peu moins puissante parce que la voiture est légère et un petit peu moins grosse parce qu'on a ce système hybride en option. Et ce qui fait que la voiture va coûter globalement un peu moins cher que des concurrentes équivalentes. Et le jour où vous devez remplacer la batterie, parce que la batterie est inconsommable, ça coûtera moins cher. Donc notre philosophie au long terme est d'essayer d'exploiter au maximum cette logique autour de la minimisation du coût de la batterie. Alors, quel avenir vous voyez sur le marché de l'électrique, et à quelle échéance surtout? Parce que bon, il y a beaucoup de chiffres annoncés, beaucoup d'ambitions, j'ai envie de dire presque parfois beaucoup de n'importe quoi. Vous, votre point de vue de jeune entrepreneur qui avait mis les mains dans le cambouis, hein, si on peut dire, sur ce marché, c'est quoi? Vous le voyez comment et à quel terme? Nous, ce que l'on voit, c'est que à la fois au niveau du business model, mais aussi des composants et des liquidités qui sont mises dans tous ces projets-là, il y a énormément d'incertitudes. Donc, il est difficile de planifier les choses, il est difficile de standardiser, que ce soit l'électrochimie des batteries, les protocoles d'échange d'énergie, etc. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est lancé sur un marché de niche, entre guillemets, sur du véhicule de luxe, où on sait qu'on est ultra compétitif. Si vous voulez mon sentiment, j'ai quand même l'impression que la démarche de BMW, qui consiste à vraiment avoir une approche intégrée autour de la conception globale du véhicule, est la plus pragmatique. Alléger les masses, avoir ce petit range extender, etc., c'est très pragmatique. Alors BMW justement, Driss, tu es toujours en ligne avec nous. Toujours, à Francfort, BMW a présenté donc son i3. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'image? Driss, il y avait beaucoup de véhicules électriques à Francfort cette année. Énormément, ouais. C'est vrai que quand on a suivi l'actualité du salon de Francfort, pratiquement toutes les marques annonçaient un véhicule hybride. Pour ce qui est de BMW, donc il y a deux modèles, la i3 et la i8. Donc la i8 qui est une sportive hybride, la i3 qui est elle qu'on voit à l'écran, qui elle est 100% électrique. Donc BMW, un constructeur parmi tant d'autres. On peut également citer Audi qui propose la Sport Quattro, qui elle est équipée également de moteurs, un électrique et un thermique. Donc ça, c'est vraiment de la grosse voiture, hein. Ça développe 700 chevaux. Lexus également, Ford qui se prétend être le plus gros constructeur aujourd'hui sur l'électrique, avec 3 modèles. Oui, notamment la Focus électrique, hein, qu'on peut voir à l'image aussi, je pense. On doit avoir exactement, des images. Ouais.
Donc ils ont 3 modèles, la Focus Electric, la C-Max Energy et la Mondeo hybride. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est de savoir que tous les constructeurs, même les plus majeurs, même les constructeurs qu'on peut qualifier de luxe, proposent également de l'électrique. Là, aujourd'hui, nous sommes au Castellet avec Mercedes. Donc, Mercedes propose également des voitures électriques, notamment la voiture qu'on est venu essayer ici, qui est la classe S, dont on va vous reparler par la suite. Vous avez également Lexus, ce qui est étonnant, un Lexus qui propose la GS 300H, avec là encore 2 moteurs, un électrique, un thermique, et Range Rover, par exemple, pour en citer quelques-uns. Ok, alors on va remercier Damien Biro pour sa patience et avoir essayé de faire le maximum pour être avec nous aujourd'hui. Vraiment un grand merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt en plateau. Vous venez nous parler de la Paris quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Merci Damien. Driss, alors on va parler de la Mercedes classe S. Vous êtes avec Sophie Grison. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes chef de produit classe S. Vous allez donc nous parler de la voiture. Driss, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en premier lieu sur ce véhicule ? Donc la classe S, en fait, c'est elle qui chapeaute les gammes chez Mercedes. C'est donc une grosse berline. Ce qui est d'intéressant, c'est que la voiture a été revue en profondeur. Il y a pas mal de caractéristiques sur lesquelles on va s'attarder, notamment tout ce qui est système de sécurité avec Sophie. Aujourd'hui, donc Mercedes a redessiné la voiture qui a une silhouette qui est beaucoup plus dynamique. On peut la voir à l'image peut-être, hein. Donc fait marquant, c'est la berline qui a, si je ne m'abuse, le CX le plus faible de la catégorie. Exactement. Voilà. La voiture donc bénéficie également d'une nouvelle motorisation. Elle est plus légère, donc ce qui permet également de faire à nouveau, on a une voiture un peu plus propre, mais qui reste tout de même une berline très confortable. Donc là, on a pu l'essayer hier soir et ce matin. Je peux vous dire qu'on est bien. C'est vraiment, vous l'aviez qualifié hier de cocon. Je trouve que le terme est très approprié. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans l'habitacle, on a vraiment énormément d'espace. Et dans les versions les plus haut de gamme, on peut même carrément s'allonger sur la place arrière. On est en première classe. D'accord. C'était quoi l'ambition de Mercedes ? C'était refaire une Maybach sans l'appeler Maybach, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ça quand on voit la voiture. Effectivement, en fait, depuis l'arrêt de la marque Maybach, c'est vrai que les ambitions de la classe S sont encore revues à la hausse pour... On a quelques problèmes de liaison. Peut-être que c'est le micro de Sophie. Driss, je ne sais pas si tu nous entends toujours. Bon. Vas-y. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Ah, beaucoup mieux, oui. Parfait. Oui, j'expliquais qu'effectivement, depuis l'arrêt de la marque Maybach, la classe S a pour ambition d'augmenter encore en gamme pour pouvoir assurer la transition entre Mercedes et Maybach. D'accord, alors c'est une voiture... on va dire opulente. On a beaucoup parlé de technologie. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que cette voiture conduit toute seule. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, la classe S propose un équipement qui s'appelle l'assistant directionnel. L'assistant directionnel, ça va nous permettre... Exactement. En fait, ça va permettre au véhicule de gérer la direction, que ce soit en ligne droite ou dans des légers virages. Et le conducteur, pour des raisons légales, doit garder les mains sur le volant. Néanmoins, c'est la voiture qui va être capable de gérer la direction. Voilà, alors qu'on comprenne bien. Parce que, oui, moi, j'ai une question, c'est... bonjour. Bonjour. On l'a vu, Carlos Ghosn a annoncé par exemple la voiture autonome sur le marché pour Nissan en 2020. Là, on voit sur les genoux du passager, il y a encore un clavier. Cette technologie chez Mercedes, on pourra la voir de série. Est-ce que vous avez, vous aussi, peut-être une perspective sur ça, de série et une option commandable par le futur propriétaire, quand ? Alors déjà, on voit que sur l'actuelle classe S, on est sur de la conduite semi-autonome puisque on a déjà le régulateur de vitesse et de distance qui existe. Plus maintenant l'assistant directionnel. Après, à Francfort, on a pu présenter la S500 Intelligent Drive, qui là est un véhicule autonome qui est pour l'instant encore en concept, mais on voit que on s'en approche. Oui, parce que là, on sort du léger virage et de la ligne droite. La voiture prend des ronds-points. Elle a parcouru, je crois, plus de 100 km, la moitié en ville, la moitié sur des routes du réseau secondaire. On est sur quelque chose qui a l'air de fonctionner très bien. On voit à l'image, elle évite les piétons.
piéton, elle s'arrête au passage piéton, elle s'arrête au feu rouge, elle évite les véhicules en stationnement. C'est très abouti, ça. C'est pour quand, vraiment, d'après vous? Alors pour l'instant, il n'y a pas de dates qui ont été annoncées, mais effectivement, on voit que la technologie est aboutie, puisque notamment sur la vidéo, à un moment, on voit un vélo qui surgit, le véhicule a pu le détecter et s'arrêter. Donc effectivement, c'est des technologies abouties. Après, pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle. D'accord. Alors aujourd'hui, donc le système qui est intégré, enfin qui est disponible dans la voiture, est capable de faire quoi et dans quelles circonstances? Alors, l'assistant directionnel, il est capable en fait de gérer la direction du véhicule, que ça soit en ligne droite ou dans des légers virages, sur une plage en fait de 0 à 200 km/h. Et donc, par exemple, je pense notamment à la conduite sur autoroute où en fait le système va pouvoir le conducteur n'aura plus qu'à laisser les mains sur le volant. Le degré de braquage, la direction va être géré par le véhicule. Voilà, on rappelle qu'en France, 200 km/h, c'est interdit. Driss, il y a d'autres choses dans cette voiture en matière technologique? Alors, il y a énormément de choses. Hein. La première chose qui marque d'ailleurs, une fois qu'on monte à bord de la classe S, c'est la planche de bord. La planche de bord est réellement impressionnante. Est-ce qu'on peut la voir à l'image? Oui, je sais avec pas ces oui, vous avez deux énormes écrans, oui, on va avoir voilà, des images. Deux grands écrans de 12,3 pouces, si je ne m'abuse. Donc le premier qui est assez classique, sur lequel on a donc le compte-tours et le compteur de vitesse, et sur la droite tout ce qui est système audio embarqué, climatisation, etc. Donc c'est vraiment, on a une visibilité, c'est une définition très élevée, c'est très agréable. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a aussi la vision nocturne. Donc ça, c'est aussi très impressionnant, c'est-à-dire qu'au niveau des cadrans de vitesse et du compte-tours, il y a un écran qui se superpose et là, vous avez une vision nocturne, ce qui fait qu'on peut voir comme en plein jour, dans la nuit complète. Donc là, on entend Antoine, donc là, vous pouvez le voir à l'écran. On voit ces deux immenses écrans. Voilà. Donc là, vous avez le GPS. Ce qui est vraiment de marquant, c'est au niveau des. Je vois, on est souvent à se plaindre des reflets sur nos tablettes, par exemple les tablettes ou les téléphones mobiles. Là, vous avez des écrans mat. Bon, vous voyez la vision nocturne. Donc ça, par exemple, on sait notamment en région parisienne que les carrefours sont rarement éclairés. C'est le genre de choses qui vous permet de voir dans l'obscurité la plus complète. Donc le GPS aussi également qui est fourni par TomTom avec alors je repasse le micro à Sophie. Donc le GPS fourni par TomTom, c'est bien ça? Non, en fait fourni par TomTom, c'est uniquement l'infotrafic en fait, le système qu'on appelle Live Traffic Information. TomTom Traffic, oui. D'accord. Alors moi, je vois une grosse voiture avec deux gros écrans. Ces écrans sont à la mode, alors on comprend bien sur des systèmes de navigation. Quel est l'enjeu de mettre ces écrans sur l'instrumentation? C'est-à-dire, est-ce qu'on a réellement besoin aujourd'hui est-ce que c'est mettre un écran pour mettre un écran, ou est-ce qu'il y a réellement un enjeu de le mettre à la place de l'instrumentation traditionnelle à aiguille? En fait, l'intérêt, il va être multiple, comme on l'a dit. Il y a effectivement la partie combine d'instruments qui va permettre d'avoir une visibilité accrue. Quant à la partie infodivertissement, là, le fait d'avoir un grand écran va notamment permettre de pouvoir diviser en fait l'écran en plusieurs parties, notamment de conserver systématiquement une partie de l'écran qui est destinée à la navigation, et de l'autre côté, par exemple, ça va être pour changer les morceaux qu'on écoute sur son iPod, ce genre de choses. Donc, le fait de gagner en place va permettre de pouvoir changer les affichages qu'on a sur l'écran et pouvoir afficher de multiples choses en même temps. Alors moi je peux pas m'empêcher de me poser une question en imaginant que je sois client de ce type de véhicule, si un jour c'est possible. Comment je me garantis de la pérennité de ce type de système? On parle beaucoup d'obsolescence programmée dans tout ce qui est technologique. Comment je sais que moi, ma Mercedes classe S, qui est a priori destinée à devenir un classique, dans 20 ans, dans 30 ans, je pourrais continuer à utiliser ces écrans comme au premier jour? Alors Alexandre, je sais que tu n'aimes pas ces écrans numériques. Je crois que tu es adepte encore des écrans à aiguille, non? Bon, l'instrumentation analogique pour tout ce qui est vitesse, contour, etc., oui, je la comprends très bien, comme je dis, pour un écran de navigation. Mais voilà, c'est ce remplacement qui me pose un problème dans la vie de la voiture. Pas tellement le jour de sa sortie, mais dans son évolution.
Pour moi, en fait, dans plusieurs années, on existera toujours, donc on pourra apporter des solutions pour les propriétaires de l'actuelle cassette si jamais il y a des problèmes avec les systèmes d'affichage, en fait. D'accord. Alors la classe S, c'est une voiture de luxe, donc qui dit luxe dit personnalisation. On va changer un petit peu de registre. Quelles sont les possibilités en termes de carrosserie, de finition, d'équipement sur cette voiture? En gros, il y a combien de combinaisons possibles? Est-ce qu'on peut les décrire un petit peu? Alors, j'ai pas le chiffre en tête en termes de nombre de combinaisons possibles. Après, en termes de peinture, il me semble qu'on a un choix qui est pour l'instant d'environ 10 peintures, puisque après, on aura l'offre des Igno, qui est notre programme de personnalisation des peintures qui va encore venir élargir cette offre. Au niveau des inserts décoratifs, on a 5 inserts décoratifs différents, dont un qui est vraiment novateur, puisqu'il est en frêne coloris, en fait, argenté métallisé. Et après, au niveau des cuirs, on a déjà plusieurs types de cuir, entre du cuir Napa, et après au niveau des coloris, là on va avoir 5 coloris différents multipliés par le nombre, les différents types de cuir entre le cuir Napa et le cuir Napa étendu. Voilà, c'est une offre qui est vraiment variée, qui va permettre aux clients de trouver le véhicule qui lui correspond le plus. Combien de longueurs de carrosserie sont prévues sur ce véhicule? Alors, pour l'instant, donc on a la berline, on a également la limousine. Après, on peut attendre de nouvelles déclinaisons. D'accord. On va parler un petit peu des moteurs. On imagine les moteurs thermiques traditionnels. On commence à quoi? On commence avec un V6, avec un V8? On commence sur V6, aussi bien pour la motorisation diesel que pour la motorisation essence. D'accord. Et alors, en matière de motorisation hybride, ou d'hybridation ou d'électrification, qu'est-ce qui est prévu sur cette classe S? Alors pour l'instant, on propose d'ores et déjà la S400 hybride. Donc il y a un moteur thermique de 306 chevaux, un V6, couplé avec un moteur électrique de 27 chevaux. D'accord. Cette hybridation permet de faire quoi? De rouler un petit peu en ville, ou c'est juste une assistance pour baisser la consommation? Alors pour l'instant, donc avec les données, je vous avais dit 306 chevaux et 27 chevaux pour le moteur électrique. Donc ça reste vraiment le moteur thermique, le moteur principal. Néanmoins, en certains modes, par exemple lors des manœuvres de stationnement ou en mode croisière sur le régulateur, on va être capable d'être en mode full électrique. Très bien. Cette classe S, on peut l'acheter à partir de quel prix? Alors le premier prix, c'est 87 600 €, donc c'est un prix qui est inchangé par rapport à l'ancienne classe S. On a réussi à conserver le même prix que l'ancienne motorisation. Tu vois, tu vas pouvoir te l'offrir. Alors j'hésite avec la Paris, parce que finalement les prix sont assez proches, mais je pense que je n'aurai pas les 7 000 € de bonus sur la classe S. Driss, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette voiture? Bah écoute, là, étant donné qu'on est en train de parler des motorisations, je vais vous parler un petit peu de la conduite, parce qu'on a pu la prendre en main ce matin avant de venir pour enregistrer l'émission. Donc hier, on a roulé dans la S400 hybride. Là, je vais pas trop vous en parler parce qu'on était en passager, on a surtout profité. C'est ça qui est intéressant sur une classe S, c'est d'être le passager, non? Donc on avait notre chauffeur, c'était plutôt agréable à l'arrière. Ce matin, on était sur une S350, donc le modèle d'entrée de gamme en diesel. Bah écoutez, c'est sûr que le moteur est plutôt adapté à la voiture. On a pas mal de couples, ce qui nous a permis ici dans les petites routes sinueuses de faire quelques dépassements. C'est sûr que si vous voulez, après, c'est pas non plus la voiture avec laquelle on va aller tourner sur circuit, mais la sensation qui ressort, c'est que c'est très souple, c'est très agréable à conduire. On n'a pas spécialement envie de rouler vite, finalement, c'est bien comme voiture, même si, étant donné le confort, je vous avoue qu'on s'est quand même laissé surprendre par le moment sur des petites routes. Vous regardez le compteur, vous êtes à une vitesse un peu plus élevée que la réglementation l'exige. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même entendu parler d'une S63 AMG, Sophie Grison. On peut tourner sur circuit avec une classe S AMG? Alors, la classe S63 AMG est d'ores et déjà disponible à la commande, donc
Avec plaisir, 585 chevaux et 4 secondes sur le 0 à 100. Donc, si vous voulez aller tourner sur le circuit avec, sans problème. Andrés, tu nous... Alors, elle n'est pas, je crois, disponible au Castellet. Il y a d'autres AMG qui tournent. On va remercier Sophie Grison d'avoir été avec nous pour nous parler de cette classe S. Je vous remercie. Voilà, et on va enchaîner sur tout à fait autre chose, parce qu'on va parler d'une voiture un peu plus modeste, l'Audi A3 berline. C'est l'essai de la semaine. Voilà, alors donc on était à Francfort, Audi aussi était à Francfort avec des concepts, mais également une toute nouvelle voiture, une Audi A3 berline. Elle était présentée sous forme de concept à Genève en 2011. Vincent, cette voiture, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors moi je l'appelle la Baby A4, puisque c'est la première toute petite berline chez Audi. Elle reprend bien entendu l'esprit d'une A3 Sportback, mais avec un volume de coffre forcément supérieur, puisqu'on gagne ce petit sac à dos derrière. Et puis on gagne aussi, je trouve personnellement, sur le dessin. Je préfère cette Audi A3 à la version A3 classique. En tout cas, on a quelque chose. Il faut savoir que la carrosserie est entièrement nouvelle. Ils ont changé toutes les pièces et c'est plutôt bien fait. On a quelque chose de dynamique. C'est pas la berline à papa, c'est pas la vieille Renault 19 Chamade qu'on pouvait connaître. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt bien fait. Voilà. Donc on la voit à l'image. Audi, donc sur la 3 aujourd'hui, la décline en 4 carrosseries. Ça, c'est la 4e. Donc qu'on comprenne bien, il y a la version 3 portes qui est la 3 originelle, on va dire. Puis la Sportback, qui est une version 5 portes, un petit peu rallongée par rapport à la 3 portes. Il y a la version cabriolet qui a également été présentée à Genève, on en parlera une autre fois. Et donc cette berline 3 portes, alors elle fait 15 cm de plus, elle a un coffre de 425 litres, la Sportback ne fait que 380. Est-ce qu'elle est plus légère est-ce qu'elle est aussi légère que la Sportback? Est-ce qu'elle est un petit peu plus lourde? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce point de vue-là? Alors, on était d'ailleurs... Tu étais aussi aux essais lundi, mardi de cette nouvelle A3. Alors Audi nous promet qu'en tout cas, d'un point de vue poids, le poids est quasi équivalent à une A3 classique, puisqu'ils ont bien entendu travaillé, on connaît chez Audi, sur des parties en aluminium sur la voiture, donc ce qui permet de limiter le poids. À la conduite, effectivement, on n'a pas l'impression que cette voiture est beaucoup plus lourde qu'une compacte traditionnelle. Alors, la conduite, justement, j'en ai eu quelques impressions que je résume dans un petit sujet vidéo. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors là, je suis à bord de la nouvelle Audi A3 berline, c'est-à-dire une voiture à coffre, comme on peut dire plus simplement. C'est une grande première pour la 3 parce que c'est la première fois qu'elle est déclinée dans cette carrosserie. Le moteur qui l'équipe, que je conduis actuellement, est un 1,4 litre essence COD. COD, ça veut dire cylindre à la demande. Concrètement, c'est un moteur 4 cylindres avec la possibilité de désactiver 2 des cylindres sur les 4. Alors c'est automatique, le conducteur n'a rien à faire, c'est imperceptible même. Et ça permet surtout d'économiser pas mal de carburant, entre 1,5 et 1 litre au 100 en fonction de la route que l'on emprunte et de la manière dont on conduit. En tout cas, c'est une voiture très confortable. Ça change d'une A3 3 portes S3 que j'ai conduite ce matin. Ça fait donc 140 chevaux, c'est très souple. Je suis dans une voiture qui est en finition intermédiaire avec des roues de 17 pouces et franchement j'ai vraiment l'impression d'être dans un véhicule de gamme supérieure. On pourrait aussi bien être dans une A4. C'est peut-être d'ailleurs ce qui posera un jour un problème à Audi puisque cette A3 berline risque bien de cannibaliser les ventes de l'A4. Voilà, on est dans une voiture plutôt bien équipée. On a ici un système multimédia. Alors c'est pas le système haut de gamme, là l'écran est plus petit que sur les versions haut de gamme. On a sur le tableau de bord un écran multifonction qui renseigne. Alors là j'ai mis
la consommation instantanée et la consommation moyenne. Ouais, je suis en Corse sur des petites routes à lacet. Alors je roule pas très vite, mais j'ai une consommation moyenne d'un peu plus de 8 litres. J'ai pris le volant il n'y a pas très longtemps. Voilà, que vous dire d'autre? Boîte S-Tronic. Boîte S-Tronic, c'est une boîte à double embrayage, boîte pilotée à double embrayage, qui donc va lisser tous les à-coups. Et vous voyez, cette boîte est vraiment très très réactive et surtout très très souple. Là, je suis sur un filet de gaz à 50 km/h, sur une légère pente, je suis en 5e. C'est une boîte 7 vitesses. Et voilà, donc la première impression est franchement plutôt positive. Et je vais continuer le roulage et on verra ce qu'il en est. Vincent, une des caractéristiques principales de ce véhicule que vous avez essayé aussi, c'est le confort. Oui, c'est une voiture qui est effectivement, comme tu le disais dans ton essai, qui est très confortable. On trouve même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une petite allemande aussi confortable que ça en tout cas. Moi j'ai pu essayer sa grande rivale, la CLA, et c'est vrai que le propre de cette Audi, c'est que malgré les grandes jantes, on peut avoir des montes jusqu'à 19 pouces, malgré les grandes jantes, on conserve un confort que la Mercedes CLA ne proposait pas. Donc c'est vrai que la 3 berline innove pas mal à ce point de vue-là. Oui, alors on parlait de 19 pouces, effectivement. Là, sur le véhicule qu'on voyait là pendant le petit sujet, c'était des roues de 17 pouces. Je l'ai essayé un petit peu après avec une montre de 19 pouces en m'attendant à me retrouver au volant d'un bout de bois, et c'est exactement le contraire. Je me suis demandé à la limite si Audi n'avait pas débauché des gens, des trains roulants de chez Peugeot, tellement la voiture était douce, confortable, et en même temps alors légère et précise au volant. C'est ça qui était vraiment étonnant, très équilibrée, une motricité assez inattendue pour une traction. Les petites routes de Corse sont idéales pour se rendre compte de ce genre de choses. Vincent, vous avez la même impression ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai essayé la version TFSI 180 chevaux et c'est vrai qu'on avait une très bonne motricité. Elle reprend d'ailleurs le système XDS, qui est un différentiel électronique propre au groupe Volkswagen. On le retrouve par exemple sur une Golf GTI et de fait, on garde quand même beaucoup de motricité. Attention, peut-être sur route mouillée, on en aura très certainement moins, mais c'est vrai que pour reprendre peut-être le slogan chez BMW, le plaisir de conduire est là. Alors, un dernier mot sur la technologie de cette voiture. Alors, c'est une des premières, si ce n'est la première à proposer la 4G à bord. C'est une option. Donc, ça permet de faire un hotspot Wi-Fi dans sa voiture. Un système audio Bang & Olufsen qui envoie du bon son. Alors, on va très vite parler des prix. Elle commence aujourd'hui à 28 450 € en version 1,4 litre. C'est un petit peu plus cher que la Sportback, 550 €. Que dire de plus? Une petite conclusion sur cette voiture? Alors, c'est la bonne idée. Moi, je trouve que le retour de la petite berline, en tout cas, que sont en train de faire les Allemands, on n'a que deux références en tête, c'est bien entendu la nouvelle Audi A3 berline et la Mercedes CLA. C'est une vraie bonne idée, puisque la berline est un petit peu disparue, au moins chez nous, marché français qui ne l'aime plus du tout, au profit des SUV. Et pour changer, quand les gens en auront peut-être assez de leur SUV, bien revenir à la berline, quand elles sont modernes comme ici, avec un plaisir de conduire, un design, et puis dans l'A3 une habitabilité aux places arrière relativement importante. C'est la voiture, comme on dit, c'est les vieilles idées qui font les nouvelles modes, mais en tout cas on sent bien que la berline va revenir. Voilà, et donc elle arrive en version. J'ai une question à propos de la voiture. Driss, on va devoir rendre l'antenne, donc je vais juste surtout pouvoir te dire au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode du Garage. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, #legarage, sur le compte Twitter Le Garage Watch. Et moi, je vous dis à très vite, à dans 15 jours. Au revoir. Bye bye.